Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, c'est Eric Lewin qui nous rejoint. Ah là, ça va déconstruire. Il préside EL Finance. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Attendez, je me mets. Il y a un peu de vent frais au-dessus de moi, mais toujours. Les petites valeurs se réveillent, vous avez vu ? Elles surperforment le CAC 40 encore aujourd'hui d'ailleurs, et depuis le début de l'année, ça commence à être spectaculaire. Beaucoup pensent que c'est un pétard mouillé, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez. Cette idée que le rebond des small caps serait encore une fois passager. Les small caps gagnent depuis le début de l'année combien, Eric ? Elle gagne 13, le CAC fait plus 5, plus 6. Mais enfin, depuis 3 ans, elles sont à moins 3, le CAC fait plus 28. 5 bonnes raisons pour expliquer cette hausse. 1, des ratios de valorisation nettement supérieurs à celles du CAC 40. Vous prenez un ratio, je ne vais pas vous sortir le PER, j'ai quand même un peu travaillé mon sujet, le price cash flow. On est à 7 alors qu'on est à 11 sur le CAC 40. Le rendement est à 4 alors qu'on est à 3,2 sur les valeurs du CAC 40. Deuxièmement, il y a eu pas mal de valeurs de défense dans les valeurs small caps qui ont fortement progressé dans l'indice CAC Small, oui. De l'Eutelsat, de l'Exile Technologies. Troisièmement, le plan MERS de 500 milliards, eh bien, ça va bien profiter aux valeurs allemandes, mais également aux valeurs françaises. Les exportations de la France vers l'Allemagne, ça doit être 81 milliards, et les importations, ça doit être 90 milliards. Donc, on est quand même un gros partenaire de nos amis allemands. Quatrièmement, les droits de douane, mon cher Guillaume, ça touche en fait très peu les small caps. Il faut comprendre que le CAC 40, c'est 78% à l'international. Le CAC Small, j'ai calculé, c'est entre 18 et 20%. Et puis, cinquièmement, les OPA. Il y a des OPA dans tous les sens. Prix moyenne de 30 à 40%. Unibel, Target, Moncel, Exibook. Et donc, c'est pour ça que le CAC Small, finalement, se tient beaucoup mieux que le CAC 40 depuis le début de l'année. Julien. Oui, alors moi, j'ai pour la projection, en fait, 2 réserves que je me permets de vous faire part. La première, c'est que nous, on nous dit souvent que, même si effectivement vous avez raison, elles sont exposées aux droits de douane, pour que le CAC Small puisse surperformer le CAC 40 de façon durable, il faut qu'il y ait des conditions économiques plutôt bien alignées. Il faut naviguer en eau calme, si vous voulez. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration. Deuxième chose, sur les OPA, certes, le problème d'attendre une OPA, c'est qu'on risque de passer à côté. Je pense à Robertet, on s'est dit que c'était OPable, et en fin de compte, Firmenich a quasiment sorti du capital à l'automne dernier. Donc c'est quand même des gros risques, quoi. Alors, sur les OPA, c'est vrai qu'il y a certains dossiers qui étaient OPA qui ne le sont plus. Le cas de Robertet dans les arômes est un très bon exemple, mais il y a quand même d'autres dossiers qui devraient sortir cette année. Maintenant, sur la conjoncture, on sent quand même qu'en Europe, 1, la BCE va continuer à baisser ses taux. 2, on a des indicateurs économiques quand même qui sont... Alors, c'est pas fantastique, on n'aura jamais 3% de croissance en Europe, mais on sent quand même qu'il y a du mieux. Ensuite, on voit très très bien que du côté de l'Allemagne, ça va quand même relancer la croissance. Quand on voit les prévisions de la croissance en Allemagne, on aura sans doute entre 1,5 et 1,7%, notamment en 2026. Donc, moi, c'est des arguments que je balaye. Le seul argument que j'aurais contre ma théorie, ça serait la problématique de la liquidité sur les small caps. Mais en ce moment, ce qu'on note, il y a 2 choses quand même importantes. 1, la liquidité, il y a beaucoup de particuliers qui sont sur les small caps, mais beaucoup. Vous regardez les forums small caps sur certaines valeurs sont très animés avec beaucoup de volume, et on voit que les investisseurs institutionnels, les gérants, reviennent de plus en plus sur les small caps. Vous savez, cette semaine, il y a 2 forums. Il y a un forum Gilbert Dupont à partir de demain, et un forum TPI Cap, où il n'y a que des investisseurs institutionnels. Moi, j'irai à celui de TPI Cap, et il y a beaucoup de gérants qui demandent des rendez-vous. Les rendez-vous sont pleins. Il y a beaucoup de gérants qui se bousculent au portillon. Donc, on sent quand même qu'il y a un intérêt qui revient sur ce compartiment, qui en plus, je le disais, offre des ratios de valorisation très attractifs, et surtout, c'est quand même dans ce compartiment qu'on trouve des valeurs qui sont peu suivies par les analystes. Tout à l'heure, il y avait Jean-François Delcaire qui parlait d'SFPI, c'est l'ancien Securitev, on est dans les systèmes de sécurité. C'est une valeur qui est très peu suivie par les analystes. Donc c'est une valeur, quand vous l'achetez, il doit y avoir peut-être un analyste sur la place de Paris, et donc c'est là que vous faites la différence. Alors que sur les grosses valeurs du CAC 40, pour faire la différence, il faut être soit bien meilleur que les analystes, soit comme aujourd'hui, jouer la problématique des droits de douane. Mais ça, c'est justement un problème par moment que vous ayez très peu d'analystes qui couvrent. Parce que ça veut dire que vous avez une recherche moins abondante et vous avez moins de facultés pour l'investisseur particulier, pas pour le conseiller, de se faire son opinion. Et souvent, sur ces small et mid cap, c'est de la recherche sponsorisée. Donc l'analyste, il est payé. Exactement. Ah oui. Donc, bien sûr, il faut savoir quand on investit. Alors, ils le disent, c'est transparent pour le coup. D'accord. Non, mais sauf que moins il y a d'analyse sur une valeur,
plus les gens qui grenouillent pour trouver des valeurs sont enclins à gagner beaucoup d'argent. Et plus ils ont le risque de C'est-à-dire que grosso modo, si je viens chez Guillaume et il me dit quelle est la valeur que tu recommandes, je dis LVMH, j'apporte pas grand-chose. Parce qu'on va dire, ok, il y a peut-être un momentum, mais si je vous parle d'une petite valeur dont personne ne parle, c'est là qu'on peut faire la différence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont pas suivies à cause de cette folie de la directive MiFID, sur laquelle je vais pas revenir. Mais justement, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. À la limite, moins il y a d'analystes, mais mieux c'est pour ceux qui dénichent les petites sociétés, parce qu'ils trouvent des sociétés dont personne ne parle. Franchement, quand Target valait 10 €, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de parler. J'ai l'impression que vous êtes en train de parler de cryptoactifs là. Non. Ah bah c'est bien que les gens connaissent pas tel crypto parce qu'elle va faire du coup elle fera plus 10 000 %. Non. Si. Non, mais parce que c'est parce que écoutez, regardez Jean-François Delcaire qui tout à l'heure parle de SFPI. Qui parle de SFPI? Vous en avez parlé déjà à l'antenne? Oh, rarement. Ouais, rarement. Non, mais ce que je veux dire par là. Il a fallu les plaies. Non, mais voilà, il a fallu les plaies. Donc c'est là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est là-dessus que se fait la différence. Et c'est pour ça que moi, je reste persuadé que ce compartiment a encore de beaux jours. Et pourquoi il a également de beaux jours? C'est parce que vous avez beaucoup de patrons de sociétés qui dépassent la soixantaine, qui commencent à se faire des cheveux blancs et qui n'en peuvent plus de voir leur valorisation complètement bradée et qui, à un moment ou à un autre, passeront soit sous pavillon étranger, soit sous pavillon des fonds. Et la dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est les fonds. Vous avez plein de fonds de private equity qui sont en embuscade. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les ratios de valo, grosso merdo, si vous me permettez cette expression, entre le private equity et le coté, il y a 30% d'écart. Donc Guillaume, vous avez le fonds sommaire private equity. Oula. Vous préférez venir sur des small caps décotés plutôt que dans le monde du non coté où vous aurez des ratios de valorisation nettement supérieurs. Et donc tout ça me fait dire que non, c'est absolument pas fini dans le monde des small caps et ça risque de continuer avec beaucoup d'opérations financières et beaucoup de sociétés qui risquent de remonter. Bon, alors on voit les différents catalyseurs. Est-ce qu'il en reste d'autres fondamentaux qui vont aider les small caps à continuer ce Alors, fondamentaux, non, mais ce qu'il faudrait, c'est que les gérants reviennent. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les marchés soient mieux orientés comme on le voit actuellement et que la liquidité revienne sur les small. Tant qu'on n'aura pas vraiment des gérants avec beaucoup plus d'actifs, je rappelle qu'il y a 8 ans, il y avait 21 milliards d'euros dans les fonds small caps, maintenant on est descendu à 15 milliards, avec en plus la problématique, mais ça c'est un appel que je fais à l'AMF, c'est vrai qu'ils ont des conditions draconiennes pour toutes les sociétés de gestion, et donc c'est très compliqué quand vous êtes une petite société de gestion qui gère 200 ou 300 millions de faire son marché, parce qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Mais si les gérants de fonds reviennent, je pense qu'on peut avoir deux très bon marché sur les small. Et il y a peut-être un signal à venir, le 14 mai, donc après-demain, une mid-cap va s'introduire à la bourse de Francfort. Et ce sera l'une des très rares introductions en bourse en Europe depuis ce début d'année. Ce sera après-demain. Ça marche bien. Depuis 18 mois, les introductions en bourse, les IPO surperforment très largement. Par exemple, Lighton, depuis son introduction, gagne 111% à la bourse de Paris. Stiff a été multiplié par 7 depuis son IPO. Très beau dossier. On va le dire autrement, x7, c'est plus 657%, Stiff. Ça revient au même. Oui, on est d'accord, mais c'est impressionnant. Plus 657%. Planisware, plus 60% depuis son introduction. Ouais, cette fois ça marche. Hein, les ce qui est bien, vous faites la moue, Julien. Qu'est-ce qui va pas? Non. C'est juste que Steve, c'est un modèle d'entreprise très particulier, là où Planisware, c'est un peu plus traditionnel, j'ai envie de dire. C'est une ESN. Et Exosense gagne 91% depuis son introduction. Oui, bah là, pour le coup, comme toute la défense. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'était des boîtes rentables, intéressantes, avec un super management. Vous aviez les 3 critères, ce qu'on n'avait pas il y a 5 ans, où très souvent en bourse, vous aviez des biotech qui venaient en phase 1, et on se disait qu'il y avait 10 ans entre la création de la biotech et le moment où le médicament allait être commercialisé sur le marché. L'an prochain, le processus d'introduction en bourse, les processus seront un petit peu allégés d'ailleurs à la Bourse de Paris, on aura l'occasion d'y revenir.